pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, plongeons dans le cœur d'un réacteur nucléaire pour en comprendre le fonctionnement. Une centrale classique fonctionne en brûlant du combustible. Un réacteur nucléaire, lui, tire son énergie des atomes. Quand un atome est fracturé, il libère une énorme quantité d'énergie. Énergie qui permet de fracturer d'autres atomes dans une réaction en chaîne qui peut devenir une véritable bombe. Contrôlée, elle est une formidable source d'énergie. La centrale nucléaire transforme toute cette énergie en vapeur qui actionne à son tour des turbines pour créer de l'électricité. Pour fonctionner, un réacteur a besoin d'une matière première, généralement de l'uranium. Purifiés et raffinés, ces matériaux deviennent de petites pastilles de 10 grammes, pouvant libérer chacune l'équivalent d'1 tonne de charbon. Ce combustible est placé au cœur du réacteur nucléaire, lui-même encapsulé dans une cuve étanche. L'ensemble est isolé dans une solide structure de béton appelée enceinte de confinement. Elle est censée contenir les fuites éventuelles. Élément d'importance vitale, les barres de contrôle. En cas d'urgence, celles-ci sont enfoncées au cœur du réacteur. Leur mission, stopper la réaction en chaîne. En théorie, avec ces sécurités, il ne peut pas y avoir d'accident. Cependant, la centrale de Tchernobyl est un peu spéciale. Elle ne possède pas d'enceinte de confinement et il n'y a pas de capteur de pression au cœur même du réacteur. En cas de problème, personne ne peut vraiment savoir ce qu'il s'y passe. L'ensemble est surveillé à distance dans une salle de contrôle d'où partent tous les ordres. Une erreur d'appréciation ou une mauvaise décision prise depuis cette salle, et le réacteur peut s'emballer dangereusement. Union soviétique, Ukraine, 25 avril 1986. Centrale nucléaire Lénine, à 18 km au nord de la ville de Tchernobyl. C'est une nuit pas comme les autres dans la centrale. Dans la salle de commande, tout le monde est à son poste. Anatoly Dyatlov, ingénieur en chef adjoint, supervise les opérations. Pour la première fois, on va tester le fonctionnement du réacteur numéro 4 en cas de panne de courant. Pour les besoins du test, les systèmes d'alarme de refroidissement doivent être débranchés et la puissance du réacteur doit être réduite. À 23h10, la puissance du réacteur est réduite à 700 MW comme prévu. Le test va pouvoir commencer. Minuit et 30 minutes. Anatoly Dyatlov et ses chefs de poste sont en désaccord sur la procédure. Suite à une grave erreur de manipulation, les barres de contrôle du réacteur s'enfoncent trop profondément. La puissance chute alors rapidement à 30 MW. 6 minutes plus tard, le réacteur s'étouffe. Son régime est beaucoup trop bas. La pression augmente d'un coup. Faute de capteur, personne dans la salle de contrôle n'est en mesure de voir le danger. Minuit 38. Le réacteur ne produit presque plus d'énergie. Anatoly Dyatlov ordonne de retirer les barres de contrôle et de relancer le réacteur. C'est en totale contradiction avec les consignes de sécurité. L'équipe a beau être contre, elle n'a pas le choix et obéit aux ordres. Minuit 42. La puissance du réacteur remonte, mais elle plafonne péniblement à 200 MW. C'est insuffisant. 1 heure et 3 minutes. Malgré les dysfonctionnements et contre l'avis de son équipe, Anatoly Dyatlov lance le test. Au même moment, au cœur du réacteur, un point chaud se forme et se concentre. Personne ne peut le voir. 1h21. Le système d'arrêt d'urgence demande l'arrêt immédiat du réacteur. 1h23 et 4 secondes, le test commence malgré tout. Au même moment, un ouvrier voit le couvercle du réacteur se soulever à cause de la pression. 1h23 et 40 secondes. Le contremaître Akimov décide de lui-même d'enclencher le processus d'arrêt d'urgence et enfonce les barres de contrôle, mais la chaleur a déformé les canaux de descente. Les barres ne descendent que d'1,50 m au lieu de 7. Il est trop tard. 1h23 et 44 secondes, on entend les premières explosions
explosion. Le cœur du réacteur est hors de contrôle. Sa puissance est multipliée par 100 en quelques secondes. Le fond du réacteur explose. Il se transforme en magma radioactif. Quelques secondes plus tard, une énorme explosion projette les 2000 tonnes du couvercle dans les airs. Le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl vient d'exploser. L'enfer. Des débris en flammes retombent sur la centrale, provoquant une trentaine d'incendies. Les radiations illuminent le ciel nocturne de lumière rouge et bleue. La poussière radioactive mortelle se répand partout. Sur le lieu même de l'explosion, au cœur du réacteur, les ouvriers encore vivants tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Ils évacuent les blessés, coupent les alimentations, réactivent les bombes. Tous seront irrémédiablement irradiés. À cet instant, plus personne n'est en mesure de stopper la réaction en chaîne du réacteur 4. Mais juste à côté, le réacteur 3, lui, est toujours en marche. L'incendie pourrait l'atteindre à son tour. À 1h28, 4 minutes après l'explosion, les premiers pompiers arrivent sur place. Ils n'ont aucune protection face aux radiations. Rapidement pris de nausées et de vomissements, ces héros des premiers instants se battent au corps à corps avec le monstre. Malgré les tonnes d'eau déversées sur le réacteur, ils n'arrivent pas à éteindre ce feu invincible. Les autres foyers d'incendie, eux, sont progressivement maîtrisés. Au final, leur sacrifice sauve le réacteur 3 et empêche une nouvelle explosion. Hospitalisés d'urgence, leur peau devenue noire, tous mourront en quelques semaines. Pour ce sacrifice, ils recevront le titre de héros de la nation. Est-il écarté? Matin du 26 avril. La mort est là, partout, invisible. Dans la ville de Pripyat, aux abords de la centrale, 50 000 personnes commencent leur journée comme si de rien n'était. Sans le savoir, ils baignent dans une atmosphère saturée de radiations mortelles. Il y a bien des rumeurs concernant un incendie à la centrale, mais aucun plan d'évacuation ni de protection n'est mis en place par les autorités. Puis, dans la journée, des soldats font leur apparition. Élément inquiétant, ils portent des équipements de protection. En début d'après-midi, la norme de radiation est largement dépassée. Plus de 15 000 fois la dose acceptable. Le soir, c'est 600 000 fois plus. 36 heures après l'explosion, l'évacuation commence enfin. Plus de 1000 bus se dirigent vers la ville. La population a 2 heures pour faire ses bagages. Au soir du 27 avril, la ville est vidée de ses habitants. Sur place, il ne reste que militaires et scientifiques chargés d'évaluer l'accident. Tous courent un énorme danger, car l'accident est loin d'être terminé. Le cœur du réacteur est toujours un magma en fusion. Température 3000 degrés Celsius. Des gaz hautement radioactifs s'en échappent. Le nuage radioactif a déjà atteint la Suède et la communauté internationale s'inquiète de ce qu'il se passe en Union soviétique. Par tous les moyens, il faut stopper l'hémorragie radioactive. Alors on improvise. Des centaines d'hélicoptères survolent à tour de rôle la centrale pour jeter dans le trou béant des sacs de sable et de plomb. 5000 tonnes sont ainsi déversées pour limiter les rejets. 600 pilotes sont irradiés. Seulement voilà. Ce bouchon a un effet indésirable. Il augmente la chaleur du réacteur. À tout moment, le magma radioactif peut transpercer la dalle en béton et tomber dans les sous-sols de la centrale. Et ce serait une catastrophe encore plus terrible. Car les sous-sols baignent dans l'eau, notamment celle déversée par les pompiers pour éteindre l'incendie.
3000 degrés Celsius de magma radioactif soudainement plongé dans 20 000 tonnes d'eau. Une bombe thermonucléaire 80 fois plus puissante que celle lancée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville de Kiev serait rasée. Toute vie serait détruite dans un rayon de 300 km. Une seule solution pour éviter le pire, plonger dans les sous-sols de la centrale, nager dans un bouillon radioactif, trouver les vannes de vidange dans l'obscurité et les actionner manuellement. 3 travailleurs de la centrale se portent volontaires. Valéry Bespalov, Alexei Ananenko et Boris Baranov. Les 2 premiers savent parfaitement où se trouvent les vannes. Le 3e les accompagne pour les guider avec une torche dans les eaux troubles. Ils connaissent parfaitement les risques. Il reste 1 heure dans les ténèbres. 1 heure pour accomplir leur tâche héroïque. Ils mourront dans les semaines suivantes. Le 6 mai, le cœur du réacteur en fusion finit par traverser la dalle. Il atteint les sous-sols de la centrale. Heureusement, il n'y a plus d'eau pour provoquer les... Le pire a été évité. Mais la situation reste gravissime. Sur un rayon de 30 km autour de la centrale, la terre, l'eau, les plantes, les animaux, tout est pollué et gravement radioactif. Pour nettoyer cette immense zone, 600 000 hommes sont employés pour laver la couche de poussière, raser les maisons, enterrer les déchets, abattre les animaux. On les appelle les liquidateurs de Tchernobyl et ils se battent contre l'ennemi invisible. Pour empêcher le magma radioactif de continuer sa descente et de contaminer la nappe phréatique, on creuse un tunnel d'accès. Objectif, construire une nouvelle dalle en béton sous le réacteur. 10 000 hommes se relaient nuit et jour pour creuser ce tunnel. Irradié, un quart d'entre eux mourra avant l'âge de 40 ans. Le nettoyage de la centrale elle-même est extrêmement dangereux. Le moindre débris est suffisamment radioactif pour tuer un homme en 1 heure. Alors on envoie des robots téléguidés, mais ceux-ci tombent en panne à cause des trop fortes radiations. Seuls des hommes peuvent faire ce qui doit être fait. Par rotation de 45 secondes, simplement munis de protection de plomb, ceux que l'on appellera les bio-robots luttent au prix de leur vie pour dégager les débris. Après ces opérations de nettoyage, un sarcophage de béton peut finalement être construit autour du réacteur numéro 4. On remet à plus tard et à d'autres générations le soin de traiter la bombe à retardement qu'il renferme. De nos jours, à Tchernobyl, un gigantesque chantier est en cours. Pour renouveler le confinement du réacteur, on construit une formidable arche de 30 000 tonnes d'acier et de 100 mètres de haut. Durée de vie de cette nouvelle protection, environ 100 ans. Et après ?